Bonjour, bienvenue à cette émission toute spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite du pape au Congo et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi cette visite est importante et pourquoi c'est plus qu'une affaire catholique et de religion. Alors, j'ai avec moi aujourd'hui Jacques Nzumbu, qui est un jésuite congolais et aussi un spécialiste des minerais de conflit et des technologies énergétiques propres. Bonjour Jacques. Bonjour, Marjorie. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci de Alors, ce temps précieux. oui, en ces temps précieux. Alors, on le sait, présentement, le pape est au Congo et puis il a parlé aujourd'hui, pas en fait aujourd'hui, mais hier dans son discours, son message sur la réconciliation et la paix sous le thème de réconcilier en Jésus. Il a parlé du Congo comme un diamant. Il a comparé le Congo au diamant parce qu'on sait que le Congo, c'est un pays extrêmement riche avec des ressources naturelles vraiment à profusion. Et dites-nous, Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire dans vos propres mots, qu'est-ce que représente le Congo au niveau international? Pourquoi on l'appelle le poumon vert? Le Congo est un pays important dans le monde à plusieurs titres. D'abord, c'est le deuxième pays africain le plus grand en superficie, avec 2 345 410 km². C'est vraiment un sous-continent. Et il est situé au cœur de l'Afrique, le Congo. Et pour cela, du point de vue géopolitique d'abord, il est très important pour montrer la manière de pouvoir commercer avec le monde entier, communiquer avec le monde entier. Et ces relations ont toujours été au centre de la politique africaine. Alors, le Congo est un pays important de manière spécifique pour d'abord sa biodiversité et pour les forêts tropicales. Donc, on appelle le Congo le poumon vert du monde, donc le second poumon vert du monde, en comparaison aux premiers poumons qui sont les forêts de l'Amazonie. Donc, Oui. le Congo forme ce qu'on appelle les forêts tropicales du bassin du Congo, du fleuve Congo. Et la RDC a plus ou moins 60% des forêts tropicales du bassin du Congo et qui sont un poumon vert important pour absorber le carbone et essayer de nous donner l'essence de la vie véritable. Voilà pourquoi le Congo est appelé poumon vert de l'humanité. Et en même temps, le Congo possède une grande richesse en termes de minéraux, Oui. des ressources naturelles minières qui sont importantes pour la vie quotidienne, mais plus encore dans la transition énergétique et la transition écologique. Donc, beaucoup de minéraux comme les coltan, comme le cuivre, comme le cobalt, le lithium, se trouvent au Congo. Voilà les enjeux du Congo. Et justement, vous l'avez mentionné, les minerais, le cobalt. Alors, tous ces minerais sont indispensables à la nouvelle technologie, que ce soit nos téléphones cellulaires, nos lave-vaisselle et puis maintenant même pour la transition vers l'énergie verte, comme vous l'avez dit, ce sont des minerais qui sont indispensables. Alors ça l'amène aussi un peu, si on veut, les malheurs du Congo. Donc ces richesses-là, on peut dire que ça l'amène les conflits, les guerres, tout ce qui se passe. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu plus justement de qu'est-ce qui se passe au Congo à cause de ces minerais? Tout à l'heure, vous avez demandé pourquoi le Congo est un pays important comparé au diamant, comme le pape l'a souligné. Mm-hmm. En réalité, la
richesse du Congo n'est pas d'abord son sous-sol, ni sa biodiversité, mais c'est d'abord son peuple. Oui. C'est d'abord son peuple. C'est un pays de plus ou moins 120 millions d'habitants. Le premier pays francophone au monde en termes d'habitants. Alors, le Congo est formé de plusieurs ethnies, groupes ethniques, plus ou moins 450 groupes ethniques. Voilà le sens que le pape donne au diamant. Le diamant ne peut tenir qu'à la chimie globale, puisque les atomes sont comme nos ethnies au Congo, plusieurs ethnies, mais pour que le diamant reste éclatant, il faut que la chimie des atomes puisse être cohérente. Sinon, ce diamant perdra de son éclat et va devenir les graphites. Les graphites, c'était aussi un produit minier qui, comme les diamants, a les mêmes propriétés, mais seulement la chimie ne se fait pas ensemble. C'est pourquoi ça devient noir. Donc, la grande richesse du Congo, c'est d'abord son peuple, ses habitants. Voilà que ces habitants, ces populations-là sont aujourd'hui victimes surtout, je vais dire, de l'exploitation irrationnelle, je peux dire, de matières premières, des ressources naturelles, qui font qu'il y a beaucoup de guerres qui tournent autour des minéraux et des ressources du Congo. Donc, on appelle ça les minéraux de conflit. Ces minéraux alimentent les rébellions au Congo, alimentent des conflits au Congo. Depuis 30 ans, il n'y a pas de paix, surtout à l'est du pays, à cause surtout des enjeux liés aux mines. Oui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que le pape, quand il a comparé le Congo au diamant, il a mentionné que le peuple est plus important que ses richesses. Donc, le peuple, ils sont de beaucoup plus importants que tout ce qui pousse, qui grandit, ce que donne la terre congolaise. Donc, effectivement, et il est là le problème, c'est que là, dans l'exploitation des minerais, on oublie le peuple. Hein? On focus sur les minerais, les multinationales extérieures, étrangères, et on oublie ce qui se passe avec le peuple et que le peuple est devenu à la merci au détriment des minerais. Euh, donc, on sait que c'est plus à l'est, donc je crois qu'on peut dire que c'est pas tout le pays tous les peuples congolais de toutes les régions du Congo qui sont en train de se faire violer ou kidnapper ou tuer ou massacrer. Je crois que c'est vraiment une partie du Congo mais qui est très importante où ça se passe, n'est-ce pas, Monsieur Jacques? Les conflits au Congo ont perduré. Donc, il faut un peu remettre cela en contexte. C'est un corps global, le Congo. Et si une partie du corps est malade, c'est tout le corps Oui, qui en souffre. Donc, oui, les oui. conséquences sont globales pour tout le Congo. Mais de manière territoriale, il y a des territoires, il y a des provinces, surtout à l'est du Congo, donc, qui sont les plus touchées. La province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, qui sont les plus touchées, mais aussi ces conflits ont perduré jusque dans les Maniema aussi. Alors, on dirait que c'est la partie orientale du Congo qui sont touchées. Mais en plus des provinces du Kivu, il y a aussi des provinces vraiment orientales, c'est-à-dire les provinces qui sont plus au nord, nord-est du Congo, ce qu'on appelait avant la province orientale. Donc, l'ensemble de provinces comme l'Ituri, et qui subit aussi beaucoup de ces conséquences de la guerre. Mais les Congolais et Congolaises ensemble vivent cette situation comme une grave injustice, d'autant plus que les Mhm. conséquences sur l'économie du pays sont vraiment assez lourdes. Le budget du pays doit être orienté vers la défense du pays depuis 30 ans. Alors, les allocations sur d'autres secteurs importants de la vie sont très souvent en recul. Donc, c'est vrai, la guerre est localisée dans l'est de la RDC, la partie orientale de la RDC, la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda et le Burundi, en grande partie. Voilà.
Et alors, ça nous amène présentement, alors le pape François est au Congo. On disait en début d'émission que c'est pas juste une affaire de religion, ça va au-delà de ça. Pourquoi, selon vous, c'est important, cette visite du pape au Congo présentement est importante, elle est symbolique? Le pape arrive dans un pays, comme je l'ai mentionné au début de l'émission, qui est le plus grand pays catholique de l'Afrique, avec une jeunesse très importante. Et je crois d'abord que du point de vue catholique, du point de vue de l'Église catholique, le Congo représente un avenir pour la catholicité, pour le catholicisme. Le Congo a une liturgie assez vivante, a son rite de la messe qui est propre, qu'on appelle les rites congolais de la messe. Pour le dire exactement, c'est l'émissel romain pour les diocèses du Zaïre, puisque le Congo s'appelait Zaïre en 1988, quand l'émissel avait été approuvé. Donc, une manière de célébrer l'Eucharistie, la messe, avec la culture congolaise africaine. Et c'est le seul missel qui a été, depuis Vatican II, accepté par Rome. Et beaucoup de pays africains ont adapté leur liturgie à cela. D'abord, un élément important du point de vue de la liturgie. Donc, le pape a tout intérêt d'encourager ces peuples-là qui, dans la foi, continuent à subir les actions injustes de la guerre pour qu'ils ne perdent pas la foi. Deuxième point important, c'est au niveau de la solidarité. Donc, le pape, au niveau spirituel et au niveau humain, nous apporte au Congo la solidarité de l'Église et du monde entier, des croyants, avec un peuple qui subit les martyrs de la guerre, mais une guerre injuste et une guerre oubliée, qui, donc hier le pape l'a dit, c'est un génocide congolais oublié. Donc, en venant au Congo, il voudrait aussi que la question du Congo, qui est celle de la guerre qui perdure, plus de 10 millions de morts, soit remise en fait sur la table internationale. Puis cette guerre nourrit les enjeux internationaux autour des ressources naturelles du Congo, mais aussi en divisant les Congolais de l'intérieur. Il vient nous apporter un message de paix, mais aussi en voulant que la question du Congo soit remise sur la table et que cesse la guerre. C'est comme ça qu'il a dit hier, ôtez vos mains du Congo, ôtez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer la RDC, cessez d'étouffer les Congos. Laissez l'Afrique pouvoir décider d'elle-même. Exactement, oui, effectivement, ça a été mentionné. C'est vrai que ce message-là, c'est pas seulement pour les Congolais, c'est un message qui s'adresse aussi à la communauté internationale, comme vous l'avez dit, pour que tous puissent entendre, comme on dit, celui qui a des oreilles entende, n'est-ce pas? Donc, ce message-là s'adresse au-delà des Congolais, ça s'adresse à tous les plus concernés d'ailleurs. Et vous, personnellement, Monsieur Dzumbu, est-ce que vous avez des commentaires sur le programme du pape? On sait qu'hier, il y a eu le message de réconciliation. On en a ressorti quelques éléments aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu la messe. Je crois qu'il y avait, je ne sais pas, ils attendaient plus de 2 millions de personnes environ à cette messe-là. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, qu'est-ce que ça a été, si effectivement on a atteint les 2 millions de spectateurs, savez-vous? Les chiffres au Congo, en termes de statistiques, il sera toujours difficile d'avoir les statistiques, mais on s'accorde en se référant aux chiffres donnés par les autorités, ceux qui organisaient la messe. Donc, il y aurait eu plus de 1,5 million, donc aux environs de 2 millions de personnes qui ont assisté là-bas. Moi-même, j'ai parlé avec membres de famille là-bas qui, déjà à 4 heures du matin, étaient là-bas. Ils ont ouvert les portes du lieu du culte hier à 16 heures. Donc, il y a eu
un grand mouvement de prières, de veillées de prières. Toute la nuit, les gens sont venus prier aussi pour garder leur place. Donc, ce matin, Oui. ceux qui sont arrivés à 6 heures n'avaient plus de place. Donc, les chiffres, on nous donne un chiffre entre 1,5 million et 2 millions de personnes. C'est quand même exceptionnel au niveau africain. Mais ça ne m'étonne pas, puisque c'est un pays très religieux. Et à Kinshasa, il y a quand même 15 millions de personnes. Et voilà, et qu'ils ont répondu massivement pour prier avec le pape. Et puis, ben la visite n'est pas terminée. Alors, le pape est là jusqu'à samedi, je crois, le 3 février. Ensuite, il va aller au Soudan, dans le sud du Soudan. Et puis, au programme, encore, il est prévu une rencontre avec les victimes de ces conflits de minerais, n'est-ce pas? Donc, il va rencontrer les victimes, celles qui sont encore vivantes, hein, bien sûr, parce qu'il y en a eu des millions de morts. Donc, il va rencontrer les victimes. Et puis, par rapport à cela, moi, ce que je voulais mentionner, on pourra en parler dans une autre émission, mais je vous amène à me suivre à nouveau dans une autre émission où je vais parler des projets. Il y a des projets de loi qui sont en cours, qui sont actifs, qui ont été présentés pour justement améliorer les conditions de l'homme, des femmes au Congo, qui travaillent dans les mines et tout ce qui se passe aux alentours pour éviter justement tout ce qui se passe autour des mines, des conflits, tout ça. Donc, je ne vais pas en parler dans cette émission-là. Je pense que, Jacques, toi aussi, tu es au courant de ça. Mais je vais inviter ceux qui nous écoutent peut-être à prendre des actions concrètes et à supporter ces projets de loi. J'en parlerai dans une autre émission, mais pour les mentionner, je vais quand même les mentionner maintenant. C'est le projet C-262 et le projet C-263, des projets de loi aussi au Canada pour les Canadiens. Et il y a aussi un projet de loi C-211 qui est pas nécessairement, qui est un peu contesté parce qu'il ne répondrait pas exactement à ce que l'on a vraiment besoin pour aider les Congolais et pour aider aussi les autres pays qui sont victimes, qui ont des problèmes similaires à celui du Congo. Alors, Jacques, avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je vais ajouter brièvement que le pape, sa venue au Congo, sa visite a réconforté tous les Congolaises, toutes les Congolaises et tous les Congolais se sentent réconfortés. Le pape a aujourd'hui aussi donc reçu les victimes de la guerre ou des guerres du Congo, des témoignages poignants que les femmes violées, les enfants violés ont donné au pape. C'était, pour ma part, le moment le plus critique, cette visite du pape. Écouter la douleur des victimes, des survivants, surtout les femmes violées, les enfants qui ont dû manger, forcés de manger la chair de leurs parents par des rebelles. Et donc, ces enfants ont remis au pape les instruments, des machettes, des violences qui ont tué leurs parents pour pardonner à leurs bourreaux. Donc, le pape a reçu toutes ces personnes pour nous demander au Congo, dans son homélie aujourd'hui, cessez la guerre, cessez les violences, pardonnez, en communauté, vivez ensemble. Et il a réussi aussi à la fin de la journée des groupes d'associations caritatives au Congo, puisque l'Église catholique au Congo supplée là où l'État n'est pas là. En éducation, les enfants aveugles, les malvoyants. Il a réussi toutes ces personnes qui travaillent pour la charité et réhabiliter le Congo. Je crois que le pape nous a apporté beaucoup de réconfort et beaucoup de force. Et à partir de lui, je crois que son message sera entendu. La paix au Congo, cesser de manipuler le Congo, cesser de toucher le Congo et que les Congolais et les Congolaises vivent comme des frères et sœurs avec tous leurs voisins, mais aussi qu'on nous respecte en tant qu'État et peuple. Bien, merci beaucoup, Jacques, pour toute cette information que tu nous as apportée aujourd'hui.
Et puis, on espère que ceux qui nous écoutent, ceux qui sont croyants, que vous vous unissez avec nous en prière pour la suite des choses, hein, pour que ce soit vraiment le début d'une nouvelle étape vers le renouveau, vers la paix et la réconciliation. Et puis, comme je l'ai dit, dans une prochaine émission, on parlera d'autres projets de loi pour voir comment concrètement, nous, on peut aussi prendre part à aider la cause du Congo. Alors, merci beaucoup, Jacques, et au plaisir de se reparler à nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous, Marjorie. Merci. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine.